Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire. Je suis Véronique Alois du département commercial au siège en Espagne. Aujourd'hui, je suis accompagnée de mon collègue, comme d'habitude, Agustin. Bonjour Agustin. Bonjour Véronique, bonjour à tous. Eh bien, le webinaire d'aujourd'hui va traiter sur le calcul de charpente métallique, mais surtout au niveau de la fondation. Disons que c'est la suite des trois autres webinaires que nous avons présentés pendant ce mois de septembre par rapport à CP3D. Donc aujourd'hui, les points plus importants, nous allons faire une présentation de la fenêtre des données générales concernant les fondations. Nous allons importer une structure métallique afin de montrer brièvement les étapes qui doivent être réalisées avant de calculer la fondation. Nous allons présenter les éléments de fondation de CP3D, donc différentes semelles et têtes de pieu, l'introduction de semelles ponctuelles et combinées avec leur longrine, le calcul des fondations depuis un ouvrage dont la structure a été déjà calculée, l'optimisation des résultats par une approche géométrique puis des aciers et l'obtention des différentes notes de calcul avec la sortie des plans vers AutoCAD et BIM Server Center. Je profite pour vous informer, nous allons enregistrer le webinaire comme d'habitude. Je vais vous mettre mon mail pour pouvoir demander l'enregistrement. À la fin de ce webinaire-là, vous pouvez poser toutes les questions nécessaires via le chat et vous informer ou vous rappeler aussi, je profite, que nous avons une promotion très intéressante pendant ce mois de septembre pour tout achat allant jusqu'à un 70% de remise. Donc, si vous arrivez en retard, allez-y, jusqu'au 30, vous avez cet avantage. Eh bien, voilà, Agustin, je te passe la parole pour que tu puisses commencer la présentation. Parfait, Merci. pues allons-y. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à ce webinar où nous allons traiter les fondations en charpente métallique. Et plus précisément, leur introduction, leur calcul et leur optimisation. Et donc, pour cela, ce que je vous propose, c'est sans plus tarder d'aller directement ouvrir le programme CIP 3D à travers le CIP menu. Donc ici, vous avez, pour ceux qui connaissent, toute la mosaïque des programmes de CIP et ingénieur et je me dirige directement vers CIP 3D. Alors, je vais ouvrir un nouveau chantier. Je vais partir de 0. Je vais, par exemple, l'appeler charpente 1. J'accepte. Alors, je vais laisser ouvrage vide puisque pour cette présentation, ce sera beaucoup plus flexible. Alors, pour ceux qui connaissent déjà, cette fenêtre est une fenêtre par laquelle on est obligé de passer. Alors, je vais simplement rappeler les points importants pour les fondations. Alors, la première des choses, c'est d'abord gérer les normes. Ici, j'ai paramétré le programme pour avoir les eurocodes avec les différentes annexes françaises. Bien, mais vous pourriez très bien choisir la norme d'un des pays où va se réaliser votre chantier. Aussi bien pour le béton que pour les aciers, que pour d'autres matériaux que vous voyez comme le bois et l'aluminium. Alors, en ce qui concerne les fondations, vous avez ici une partie qui est béton armé et béton pour éléments de fondation. Alors, vous pourriez choisir le type de béton que vous voulez utiliser. Vous pourriez également choisir le type d'acier que vous voulez. Alors ici, par défaut, c'est S500, mais il suffit de cliquer dessus et vous avez une partie ici en bas de la fenêtre qui est spécialement réservée pour les fondations, puisque vous avez les semelles superficielles, les semelles sur pieux et les poutres de redressement ou de liaison. Et pour chacune d'elles, vous pourriez paramétrer le type d'acier que vous souhaitez. Vous pourriez également caractériser le granulat, puisque ici, dans la partie inférieure de caractéristiques du granulat, vous avez le diamètre du plus gros granulat qui, par défaut, est à 30 mm, mais vous pourriez mettre celui que vous pensez utiliser sur votre chantier.
Alors, chaque fois, je me cible sur les fondations, mais ça sera exactement la même chose pour tout ce qui est relatif au béton armé, mais d'autres éléments comme les poteaux, les poutres, les poutres de plancher, etc. Mais disons que là, je me polarise sur les fondations. Donc, pour le granulat, ça serait sur cette fenêtre-là. En ce qui concerne les enrobages, alors en cliquant sur enrobage, vous avez un bouton spécial pour fondation. Et là, vous pourriez jouer sur les enrobages des semelles superficielles et sur pieux et les semelles de redressement et de liaison, aussi bien sur des enrobages supérieurs qu'inférieurs que latéraux. Alors, évidemment, tous ces paramètres peuvent être enregistrés et vous pourriez les retrouver chaque fois que vous allez ouvrir un nouveau fichier. Alors, tous ces paramètres dont je viens de parler maintenant, c'est-à-dire le béton pour les éléments de fondation, les aciers, les granulats et les enrobages, ont un impact direct sur les calculs. Chaque changement ici va changer forcément euh, les paramètres avec lesquels le programme va euh, réaliser les calculs de structure. Par contre, ici, vous avez un bouton qui est chute d'acier et lui, par contre, il ne va affecter que le métré puisque ici, je peux paramétrer les chutes qui sont par défaut à 10%, mais vous pourriez très bien mettre la valeur que vous voulez. Hein. Vous voyez ici à l'écran qu'on peut aller de 0 jusqu'à 100%. Et cela pour les semelles superficielles, les semelles sur pieux, et les semelles, enfin les poutres de redressement et de liaison. Donc, ceci n'aura une importance que si vous vous intéressez au métré. Alors, un thème important également pour les fondations, et sur cette partie un peu plus basse sur la fenêtre ouvrage vide, puisque le concepteur peut décider si il est intéressant pour son chantier de vérifier le glissement des semelles. Le programme permet de le réaliser. Alors ça dépendra de chaque chantier, hein, bien évidemment, mais le programme est ouvert à cette vérification. Par contre, quelque chose qui est fondamental, et que là, c'est pour tous les projets, c'est bien la contrainte admissible du terrain. Alors, comme on a choisi de travailler avec les Eurocodes, entre guillemets, on parle l'Eurocode et on doit donc se préoccuper des situations durables et des situations sismiques et accidentelles. Donc, vous introduisez ici les deux valeurs du géotechnicien. Si, comme très souvent c'est le cas, on nous demande de réfléchir déjà à la structure sans avoir encore le rapport du géotechnicien, eh bien, cette flèche bleue permet de travailler avec des valeurs réalistes suivant le type de terrain. Alors, je dis réaliste parce que finalement, rien ne remplacera un rapport de géotechnique. Mais disons que ces valeurs sont habituelles et sont raisonnables. Un autre thème qui va toucher directement aux fondations, c'est ici, dans la partie Action, où j'ai un bouton qui est Fondation. Alors, vous pourriez considérer les combinaisons de vent et de séisme. Alors ça peut surprendre, mais disons que le programme permet de travailler pas à pas. Alors ça va dépendre de chaque concepteur et de la complexité de votre ouvrage. Parfois, vous pouvez lancer tout le calcul, c'est-à-dire avec les surcharges d'exploitation, les charges permanentes, le vent et le séisme, et puis vous travaillez vos fondations avec toutes ces combinaisons. Mais parfois, selon le concepteur, peut-être qu'il préfère d'abord uniquement travailler avec les charges de charges permanentes et de surcharge d'exploitation. Et une fois qu'il a bien compris comment réagit son bâtiment, il active tout ce qui commence à être force horizontale, comme par exemple le vent, et dans une troisième étape, le séisme. Alors, disons que le programme s'adapte à chaque configuration de travail et de concepteur. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. Alors là, je vais tout activer. Et il y a également une partie ici en option où j'ai un bouton qui s'appelle Fondation. Et là, vous voyez que j'ai encore une fois option et table d'armature. Alors ça, je vais vous le présenter lorsque nous commencerons à avoir des fondations déjà introduites et déjà calculées.
puisque ça sera beaucoup plus parlant. Alors là, le jeu, c'est que si j'ai paramétré cette fenêtre comme je le souhaite, je peux cliquer sur terminer. Alors ici, il me demande d'accepter les états limites. Bien, alors tout ça, simplement, il me rappelle ça parce que comme je n'ai pas passé en revue chacun des boutons ici, eh bien, il me demande d'accepter les états limites. Bien, j'accepte. Alors j'arrive à cette fenêtre où je n'ai rien, c'est-à-dire que je n'ai aucune structure ici dessinée. C'est normal puisque j'ai demandé de travailler avec un ouvrage vide. Alors soit ici, vous tracez votre structure avec barre, nouvelle, et puis vous commencez à, entre guillemets, utiliser CP3D comme un logiciel de dessin pour après charger le chantier et le calculer, ou vous pourriez très bien aller à Outils, importer les fichiers DXF et DWG si vous les aviez déjà générés sur, par exemple, AutoCAD. Alors, c'est aussi simple que d'aller chercher le fichier au bon format, là où vous l'avez gardé. Et bon, je vais faire juste un test pour vous montrer que c'est aussi simple que ça. Je vais cliquer sur le fichier qui m'intéresse, ouvrir. Alors, je pourrais avoir autant de calques que nécessaire pour mon chantier réel. Ici, j'ai simplifié au maximum, donc je n'en ai mis que 2. Alors, j'accepte et mon chantier est là. Mon fichier est là. Alors, ici, bien évidemment, rien n'a été calculé. Le jeu serait, si vous pensez que c'est nécessaire, rajouter les éléments qui vous manquent, les charger, alors soit avec introduire une charge sur barre, soit introduire une charge sur nœud, introduire des panneaux ou des charges surfaciques, et après, le jeu serait de calculer. Alors pour vous éviter et pour nous éviter tout ce temps, ce que je vous propose, c'est d'aller chercher un fichier qui est celui-ci. Alors il est un peu différent, c'est un local commercial comme on peut en trouver aux abords des villes. Alors c'est un local qui est en même temps exposition et qui reçoit du public. Et pour vous donner quelques références, ici, la portée entre poteaux, c'est 6 mètres. Dans l'autre direction, c'est 5 mètres. Et la hauteur du poteau le plus haut est 6 mètres. Bien, donc c'est quelque chose que l'on pourrait trouver dans un bureau d'études tout à fait raisonnablement. Alors le jeu ici, c'est que une fois que j'ai introduit ces éléments, je les ai chargés. Alors je vais vous montrer comment ils ont été chargés. Ici, j'ai chargé tout ça par plaque pour que toute ma toiture soit prise en compte. Puis, j'ai calculé. Alors, une fois que j'ai calculé tout ça, la logique voudrait que je vérifie les éléments. Alors, on va le faire ensemble. Et ces éléments passent. Alors, j'y ai pris un petit peu de temps, mais ici, le jeu, c'est que les poteaux sont en profilé rectangulaire et les poutres sont en IPN. Et je crois les diagonales de Saint-André sont en rond de 10 mm. Bien, mais tout mon chantier passe. Alors, si j'explique ça, c'est que la logique voudrait que, avant de se préoccuper des fondations, la partie charpente métallique soit résolue, puisque si la descente de charge change notoirement, il est possible que tout le travail que l'on ait fait pour les fondations soit à revoir. Donc, une fois que cette partie a été traitée et que l'on est satisfait avec, vous avez dans la partie inférieure de l'écran, ici, si vous voyez mon curseur, je suis en train de le bouger. Vous avez, là, je suis dans l'onglet inférieur structure et je vais passer dans l'onglet fondation. Alors là, je n'ai que les pieds de poteau et j'ai surtout les plaques d'ancrage, puisque en calculant la charpente, j'ai également calculé les plaques. Alors, le jeu désormais va être d'aller à Ouvrage, Données générales, et là, je retrouve exactement la même chose que j'avais il y a quelques secondes lorsque j'ai présenté la fenêtre ouvrage vide. Sauf que
la fenêtre de tout à l'heure, celle qui arrivait dès qu'on crée notre fichier, eh bien, traiter de tous les thèmes nécessaires pour le calcul, tandis que celle-ci ne vient se polariser que sur les fondations. Vous y retrouvez la vérification des glissements des semelles, vous y retrouvez les contraintes admissibles. Si vous voulez tout d'un coup, c'est-à-dire les combinaisons de vent et de séisme, le type de béton et le type d'acier. Donc si les paramètres que vous aviez utilisés au début sont valables, on peut très bien accepter puisqu'ils ont été gardés. Alors le jeu ici va être désormais de passer à éléments de fondation. Nouveau. Et vous voyez que j'ai tout un panel pour les semelles, mais également pour les poutres de liaison et de redressement. Alors, je peux traiter des semelles en béton armé ou en béton massif. Alors, l'utilisation du programme est identique. Je vais utiliser celle de béton armé, c'est quand même plus fréquent. Vous voyez à l'image qu'il y a deux types de familles. Il y a les semelles à hauteur constante et les semelles de type pyramidal. Alors, si vous rentrez cette semelle, si vous cliquez dessus, vous allez introduire des semelles carrées. Si vous cliquez sur celle-ci, vous allez utiliser des semelles rectangulaires centrées. Et si vous cliquez sur celle-là, alors vous allez utiliser des semelles rectangulaires excentrées. Alors, ça paraît un peu compliqué, mais dans la pratique, on n'utilise que celle-là. Celle-ci, c'est vraiment pour des cas très particuliers où vous êtes certain de n'avoir que des semelles carrées et en plus centrées. Mais si vous voulez avoir toute la liberté possible, vous utilisez celle-ci, vous acceptez, et vous voyez mon curseur a changé d'aspect, et en fonction de là où je m'approche, alors imaginez que je vais travailler sur ce poteau, vous voyez mon curseur qui est en train de tourner autour. Alors ça, je le fais exprès, c'est pas le programme qui le fait tout seul. Mais vous voyez qu'il est composé d'un carré et d'un autre petit carré à l'intérieur. Donc si je clique à l'intérieur, le petit carré intérieur est mon poteau et le carré extérieur serait ma semelle. Alors, si je suis satisfait avec ceci, je clique et j'aurai une semelle centrée. Par exemple, ici, j'aurai une semelle centrée également. Si je vais dans cette partie-là et je fais comme cela, j'aurai une semelle excentrée. Vous voyez mon curseur, comment il est et comment est apparue la semelle après avoir cliqué sur le poteau. Si je le laisse et je clique maintenant, j'aurai une semelle excentrée d'angle. Et donc, il s'agit désormais de terminer le travail peu à peu. Alors, si vous vous trompez, c'est pas très grave, il suffit d'écraser la semelle que vous avez introduite et vous continuez le travail. Vous pourriez également introduire des semelles sur pieux. Alors là, l'approche est ressemblante puisque vous avez toute une batterie de solutions. Et par exemple, si vous considérez qu'il vous faut une semelle sur 3 pieux, eh bien, vous approchez du poteau et elle apparaît. Si vous considérez qu'il faut une semelle sur 5 pieux, et vous l'avez. Alors, en ce qui concerne les poutres de liaison et de redressement, alors vous voyez qu'il y a 3 boutons. Alors si je clique sur poutre de liaison, je vais forcément introduire des poutres de liaison et le programme prendra la première qui apparaîtra sur cette table. C'est un des paramètres que j'avais dit tout à l'heure. Je vous l'expliquerai lorsqu'on commencera à introduire des éléments de fondation, puisque ça, c'est une table entre guillemets de ferraillage, puisqu'en fonction de ce que vous allez choisir, le programme la mettra ou pas. La logique veut que vous laissiez la plus simple, la plus humble, c'est-à-dire 2x12, 2x12, et le programme viendra choisir celle qui correspond et celle qui est la plus appropriée pour votre chantier. Donc, si vous introduisez une poutre de liaison, c'est parfait. Si vous choisissez les poutres de redressement, l'idée est la même, sauf que la liste, elle, va être bien différente et le type d'armature également. Donc, le programme choisira la première qui correspond. Le seul problème, c'est que parfois, on s'embrouille et on met une poutre de liaison là où il faudrait une poutre de redressement et vice-versa, et donc il faut effacer. Et il existe donc, depuis assez longtemps déjà,
une option qui est poutre avec redressement automatique aux extrémités. Et en fait, c'est le programme qui va choisir si vous avez besoin d'une poutre de liaison ou d'une poutre de redressement en fonction d'un moment d'excentricité entre la descente de charge et le barycentre de la semelle. Donc, si par exemple je fais ça, donc je vais de poteau en poteau, lui ici a détecté que ces deux semelles sont centrées, il m'a mis une poutre de liaison. Si par exemple je fais ça, vous voyez que dans ce sens-là, eh bien, cette semelle est excentrée et il me dit que c'est une poutre de redressement à travers ce petit symbole, puisque ici j'ai une flèche, comme s'il s'agissait d'un moment en fait. Par contre, pour ce côté-là, il n'y a pas dans le sens que je marque avec mon curseur, hein, qui serait par exemple l'axe X, il n'y a pas de moment d'excentricité. Donc ici, je n'ai pas la flèche. Donc c'est logique. Et je continue. Là, par exemple, il a compris qu'il y a une excentricité, il me mettra une poutre de redressement. Et le jeu, alors je suis pas obligé d'aller de poteau en poteau, hein, je peux tracer tout d'un coup. Et donc voilà, ici, il m'a mis une poutre de liaison parce que dans ce sens-là, il n'y a aucun moment à récupérer. Par contre, si je la trace dans le sens perpendiculaire, eh bien là, il a parfaitement compris et il ne se trompe pas. Là, le programme est vraiment très bien réalisé. Et donc le jeu, ce serait de terminer la réalisation des semelles et des longrines. Une fois que vous en avez introduite, vous avez accès à toute une série de possibilités comme effacer, éditer, égaliser. Bien, alors tout ceci, on va le voir dans quelques secondes, mais ce que j'aimerais, c'est que cette présentation ne soit pas juste une présentation du programme, mais vous mettre en situation réelle dans un bureau d'études. En réalité, c'est pas tellement comme ça qu'on travaille. Alors si vous me le permettez, je vais tout effacer et en situation réelle, on est là, dans la partie charpente métallique, on l'a optimisé, on y a passé le temps qu'il fallait, on passe à l'onglet Fondation et vous allez à Calcul. Générer semelle et poutre. Voulez-vous générer les poutres de liaison? Oui. Et le programme a tout fait d'un coup, absolument tout. Alors, il part dans l'idée que les semelles sont centrées. Alors, si c'est exactement ce que vous vouliez faire, eh bien, vous avez un gain de temps très important, surtout que là, il y a une poignée de poteaux. Mais si vous aviez un vrai hangar industriel, eh bien, il le ferait avec la même agilité et la même rapidité. Par contre, ce qu'il est possible également, c'est que vous vous rendiez compte que partout, les semelles centrées ne sont pas celles que vous vouliez. Par exemple, imaginez que tout ce pan ici doivent être résolus avec des semelles excentrées. Bon, bah, c'est pas très grave. Là, vous passez en commande manuelle, c'est-à-dire vous allez à éléments de fondation, nouveau, semelle en béton armé, vous prenez celle que je vous ai dit qui est la plus libre et vous écrasez les semelles qui ne sont pas comme celles que vous souhaitez. Alors évidemment, il n'a pas actualisé les longrines. Alors je vais les effacer et je vais les réintroduire de façon automatique puisque je souhaite être efficace et ne pas systématiquement me demander si c'est bien une de redressement ou une de liaison. Et le jeu est fait. Donc vous voyez que en fait, le temps que l'on passe à modéliser euh, et à introduire les fondations est vraiment très réduit. Donc là, mon chantier n'a pas été calculé, bien évidemment, mais je suis à deux doigts de calculer, et c'est ce qu'on va faire ensemble. Calcul, dimensionner.
Alors, j'ai les éléments de fondation, les poutres de redressement et les poutres de liaison. C'est ce que je vais calculer et je vais faire un passage complet. Donc, mon chantier a été calculé, je le vois tout de suite par la couleur verte et tout passe. J'aurais peut-être pu parler également de cette semelle, puisque le programme l'a fait automatiquement. Il a détecté que ces deux poteaux étaient très près et qu'il y avait une possibilité de chevauchement et il a décidé de les combiner automatiquement. Bien, alors si je m'approche, vous voyez que très vite, j'ai la géométrie de ma semelle et les armatures qu'il me propose. Alors ça pour chaque semelle. Si je laisse le curseur sur une semelle concrètement, j'ai une information beaucoup plus riche que je peux consulter. Et si je clique sur ma semelle, eh bien, j'ai de façon organisée par paragraphe toutes les vérifications qu'exige la norme. Alors ici, vous pourriez voir ce qu'il fait, c'est-à-dire par exemple le ratio géométrique, qui est souvent quelque chose qui pose problème lorsqu'on retouche manuellement la fondation, et je vous le montrerai maintenant. Vous avez le minimum que l'on doit atteindre et celui que le programme après calcul me propose. Donc tout est conforme. Je pourrais très bien aller à voir récapitulatif complet et avoir toute cette information, mais plus maintenant par paragraphe, mais de façon organisée pour pouvoir exporter en PDF ou en Docs, et ici, vous approprier ce document en mettant les logotypes de votre bureau d'études. Alors, et ceci pourrait être également fait, alors je l'ai fait pour la semelle, mais si par exemple je clique sur une poutre de liaison, ça serait la même chose. Alors là, les vérifications sont moins longues, mais l'idée serait exactement la même, organisée par paragraphe, et je peux avoir le récapitulatif complet. Même chose avec les poutres de redressement, où là, les vérifications sont plus conséquentes, mais la dynamique est la même. Alors, une fois que j'ai ceci, et je souhaite voir le détail des armatures, mais visuellement, alors il faudrait que j'aille à éléments de fondation, éditer. Et par exemple, si je clique sur une semelle, j'arrive à ça. Alors ici, vous voyez que j'ai le détail des armatures visuelles. C'est exactement comme cela que apparaîtront les plans lorsque je vous les présenterai. Alors ici, c'est uniquement pour cette semelle. Alors j'ai quand même accès à la modification de chacun des paramètres. Par exemple, imaginez que le géotechnicien nous dise, eh bien finalement, la hauteur de cette semelle n'est pas 40, mais 70, puisque ça doit être, selon lui, la hauteur minimale. Alors je vais à géométrie, épaisseur de la semelle 70, j'accepte. La valeur a été modifiée, mais la semelle n'a pas été recalculée. Donc le jeu ici serait d'aller à vérification. Et vous voyez très vite que le fait d'avoir modifié un des paramètres, eh bien, le programme recalcule avec la descente de charge euh, originelle cette semelle et il se trouve logiquement que le ratio ne passe plus et les longueurs d'ancrage ne passent plus. Alors là, vous pourriez cliquer sur le problème et vous verriez, par exemple, il me faut 0013 et j'arrive à 8. Bien. Alors, si j'accepte ceci, alors j'ai plusieurs solutions maintenant. Soit je décide de continuer une modification manuelle, c'est-à-dire je passe à armature et je décide tout seul de modifier cette armature. Alors, il n'est pas certain que la solution que je choisisse soit la plus optimale, hein, puisque il faudrait que je fasse des petits calculs ou en tout cas voir quel serait le ratio et le comparer au diamètre dont j'ai besoin, mais la possibilité existe de travailler en manuel. Là, j'ai mis des phi 16 lorsque le programme me proposait des phi 10. Je vais vérifier
Alors le ratio passe, mais vous voyez ce que je vous ai dit, j'ai besoin de 13 et j'en ai mis 25. Donc j'ai exagéré. Il faudrait peut-être que là je retourne sur armature et que j'affine, mais ce que je voulais vous montrer, c'est que le programme forcément réactualise cette vérification et les longueurs d'ancrage qui avant passaient ne passent plus, ce qui est tout à fait logique puisque j'ai changé le diamètre, hein. Et donc le diamètre dépend, enfin la longueur d'ancrage dépend du diamètre utilisé. Donc le jeu ici serait de modifier manuellement soit la géométrie, soit les armatures. Par contre, il existe une façon plus efficace, c'est directement aller à dimensionnement et réarmer. Si vous savez que le problème, à travers à travers le bouton vérification, si vous avez localisé que le problème est exclusivement dû aux aciers, eh bien vous pourriez réarmer. Il me propose des FI 20 tous les 30. Si vous avez un doute, vous pourriez vérifier et vous voyez que tout passe. Donc finalement, l'idée est la suivante. Si vous deviez changer quelque chose parce que le géotechnicien vous l'impose, vous le changez. Si vous souhaitez passer en mode manuel, eh bien, vous avez armature. Sinon, vous passez à dimensionnement, réarmé ou dimension minimale. C'est ce qu'on va utiliser dans quelques secondes. Et le jeu, finalement, euh, est assez simple et assez rapide. Donc, je vais accepter ça. Alors, j'ai changé celle-ci. Alors, en toute sincérité, il faudrait, si le géotechnicien nous impose 70, il faudrait changer la hauteur de toutes les fondations. Alors, je pourrais aller à éditer et cliquer sur chacune d'elles. Elle est là, géométrie, je change épaisseur de la semelle. Je suis d'accord avec vous, ça peut être un peu fastidieux. C'est pour ça qu'il existe le bouton égaliser. Alors ici, le jeu serait de prendre cette semelle et de cliquer sur les différentes semelles que je veux égaliser à celles que j'ai au début cliquées. Alors, et vous voyez que là, eh bien, toutes les hauteurs ont été changées. C'est intéressant lorsque toutes les semelles ont exactement la même caractéristique. C'est-à-dire ici, j'avais des semelles centrées et là où j'ai cliqué par la suite, elles étaient aussi centrées. Par contre, ici, ça marcherait pas. Ici, je convertirais cette semelle en une semelle centrée, ce que je ne veux pas. Donc, il existe une autre façon, encore plus efficace, et pour cela, il faut aller à Ouvrage, Options, et c'est là où je vous avais dit que je vous le présenterai avec des semelles. Semelles isolées, puisque je suis en train de travailler ça, mais si j'avais des semelles sur pieux, ben j'irai là, et je vais aller à semelles sur isolées. Alors ici, vous avez, entre guillemets, des options qui vont vous permettre de particulariser les calculs. Et ce qui m'intéresse le plus ici, c'est épaisseur minimale. Alors, au lieu de 30, qui vient par défaut, je mets 70. Alors, par souci de vous montrer et souci de transparence. Alors ici, on y jette un coup d'œil de temps en temps et puis on garde tout ça par défaut. Mais par exemple, les options que vous avez, c'est égaliser les armatures dans les deux directions. Est-ce que vous voulez que les armatures soient les mêmes selon X ou selon Y, ou si vous voulez qu'elles soient le fruit d'un calcul beaucoup plus fin? Après, ça va dépendre de chaque concepteur. S'il considère que sur son chantier, on est très rigoureux et qu'on peut faire confiance, parfait. Sinon, pour simplifier, parfois, il est préférable d'égaliser dans les deux directions, et ainsi de suite. Vous pourriez, par exemple, disposer des armatures périphériques de chaînage. Alors, oui ou non. Mais disons que ces options permettent d'avoir un contrôle total sur les fondations. Alors, je reviens à ce que je disais. J'ai ici épaisseur minimale, 70. J'accepte. Alors forcément, il m'a rien fait, hein, puisque ici, je continue à avoir mes 40. Et il faudrait que j'aille à Calcul, Dimensionner, Dimensionnement rapide. Et vous voyez que toutes mes semelles ont été changées, même celles que je n'avais pas égalisées tout à l'heure. Et comme ça, d'un coup, je résous tout le problème
des épaisseurs. Donc c'est très intéressant. Alors l'idée, pour faire un résumé, c'est soit vous travaillez en manuel avec éditer, et là je vais soit changer la géométrie, soit changer l'armature, vérifier et dimensionner chaque fois, soit vous gérez les plus communes, hein, ou la plus commune, c'est quand même celle que je vous ai montrée, c'est celle-ci. Changer l'épaisseur minimale et d'un coup, vous traitez le problème. Alors, un thème aussi qui peut être intéressant, imaginons que cette semelle, pour les raisons que ce soit, eh bien, après calcul, j'ai 2 mètres par 2 mètres. Bien, j'ai une belle semelle avec 70 d'épaisseur. Je vais la dimensionner quand même, dimension minimale, pour que mes critères de géométrie soient respectés. Et vous voyez que là, j'ai gardé les 2 mètres, les 2 mètres et les 70. Si j'avais cliqué sur complet, il aurait dimensionné ma semelle avec la descente de charge. Donc, pour la présentation ici, comme je suis en train de forcer cette semelle à grandir, je préfère travailler avec dimension minimale. Mais ce que je souhaite vous montrer, c'est que, alors, je vais quand même vérifier qu'elle passe. Parfait, tout passe ici. J'accepte. Et donc, voici ma belle semelle. Mais imaginez que dans ce coin-là, eh bien, j'ai un problème et je ne puisse pas étendre ma semelle jusqu'à cet endroit. Alors, il y a une possibilité qui est limite, permet d'introduire une nouvelle limite ne pouvant pas être envahie pour les semelles de l'ouvrage. Alors, je vais l'utiliser par point. Imaginez que ici, eh bien, je ne puisse pas envahir cette zone pour les raisons que ce soit, mais ici non plus. Lorsque je vais éditer ma fondation, je vais me retrouver avec cette figure un peu tarabiscotée, mais qui est celle que m'impose la réalité de mon projet. Alors ici, l'intérêt serait d'aller à dimensionner, parce que là, j'ai aucune envie de travailler en manuel, hein, c'est déjà assez compliqué. Je vais réarmer, j'accepte, et vous voyez que le détail des armatures a euh, pris en compte cette nouvelle géométrie et que les contraintes admissibles du terrain n'ont pas été dépassées et que la semelle a grandi en tenant compte de ces limites géométriques imposées. Donc ça, c'est très intéressant puisque tout ceci est tout à fait réalisable sur chantier. Alors, une fois que j'ai, et en plus, j'allais l'oublier, j'ai une vue 3D. Si je mets le chef de chantier, eh bien, grince un peu des dents. Et ici, vous avez de quoi faire comprendre vos plans en 3 dimensions. Alors, tout ceci est le programme de fondation, puisque finalement, j'ai introduit mes fondations avec calcul, générer les semelles, je les ai calculées, et après, en mode manuel, j'ai édité en changeant soit les armatures, soit la géométrie. Alors, une fois que tout ceci a été fait, il est raisonnable maintenant de passer à l'obtention des notes de calcul, mais cette fois pas de façon individuelle, mais pour tout le chantier. Et pour cela, je vais à récapitulatif. Alors, je vais à accepter. Et bon, je laisse ce qui vient par défaut, c'est pas très grave. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est la dernière partie où il y a marqué fondation. J'accepte. Alors, mon document fait une 50aine de pages. Ça y est. Donc, page 13.
Et ici, j'ai la partie fondation. Et de façon très organisée, j'ai le récapitulatif de mes semelles. Un peu plus bas, j'ai les métrés par différentes, alors par les nappes d'acier inférieur, supérieur. Je dois également avoir la même chose pour les longrines un peu plus bas, mais ce qui m'intéressait également, c'était de vous montrer ici les vérifications pour chacune des semelles qui ont été calculées. Donc, c'est un document très complet. Alors, évidemment, on peut choisir dans les, au moment de choisir ce que l'on demande avec des OK, des petits clics, on peut choisir autant d'informations que l'on veut. Donc ici, finalement, j'ai aussi bien les métrés que les descriptions, que les justifications qui sont exportables en PDF ou en Docs. Et ce document, même s'il est assez long, puisque rien que déjà ça, c'est déjà 60 pages, vous pourriez très bien l'imprimer et mettre ici le détail de votre chantier et les différents éléments qui permettront de le présenter. Alors, une fois que ceci a été fait, vous avez la possibilité, alors soit de tout envoyer, alors il faudrait que je me connecte, mais vous pourriez très bien tout envoyer au BIM Server Center et continuer l'aventure avec les programmes de type assemblage, par exemple, ou d'autres, hein. Et sinon, vous pourriez très bien passer à l'impression des plans ou à la génération de plans, c'est-à-dire à travers le plotter. Alors, en réalité, ceci ne vient pas comme ça c'est à force de faire des tests. On arrive, normalement, on n'a rien, et c'est à vous d'aller chercher le document, c'est-à-dire avec le signe plus. Et donc, si vous vous intéressez à la partie charpente métallique, eh bien, vous pourriez ici cliquer sur structure 3D et vous auriez autant de coupes de dimensions que vous avez générées. Donc ici, comme je ne m'en suis pas préoccupé, je n'ai que la structure 3D, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est vue en plan des fondations. J'accepte. Le périphérique de sortie est DWG, mais vous pourriez le changer ici en DXF ou en d'autres selon la richesse de cette liste de votre ordinateur. J'accepte. Alors ici, pour voir quelque chose, c'est détail de tous les dessins. Et vous avez ici euh, la vue d'ensemble avec cette semelle telle que je l'ai laissée, mais également la semelle combinée de tout à l'heure que je vous ai commenté assez brièvement, et toutes les autres, hein, que ce soit les semelles les semelles normales ou les semelles, je veux dire les poutres de redressement ou de liaison. Vous avez également ici un résumé des aciers utilisés. Vous avez également ici un détail des plaques, puisque c'est l'interaction entre la charpente métallique et les fondations. Donc, vous avez ici une table. Vous avez également, alors ici, les poutres de liaison sont extrêmement simples, donc juste avec un petit détail, c'est suffisant. Par contre, ce que vous avez également, c'est le détail, cette fois, en coupe, puisque vous avez les, les différentes longrines, qu'elles soient de redressement ou de liaison avec les fondations telles que le calcul les a exigées. Vous avez également le descriptif de ce qui est utilisé par élément, hein, aussi par diamètre, avec le détail des diamètres, des longueurs et le poids total. Et vous avez également ici la même chose pour la semelle combinée, mais également ce que je vous avais dit tout à l'heure, vous avez également la plaque, bien qu'on n'y ait pas passé du temps,
puisque ce thème a été réglé dans le calcul de la charpente métallique. Mais le détail de la plaque est ici géré. Tout ceci peut être imprimé, c'est-à-dire en fait exporté. Et le tour est joué. C'est-à-dire que là, je vais aller dans mon fichier et je l'avais appelé charpente. Et ici, j'ai les plans tels que je les voyais, mais cette fois, disons que si j'ouvre cette fois AutoCAD, c'est vraiment pour vous montrer que euh, tous ces plans sont organisés avec les calques nécessaires pour après pouvoir les gérer et que chaque concepteur puisse monter ses propres plans selon ses goûts et selon ses critères. Donc, en ce qui me concerne, la boucle est bouclée. Et s'il y a des questions, Merci, Agustin. Tu m'entends? oui, parfaitement. Je vais mettre la D'accord. caméra si vous voulez. Ok, eh bien, nous avons jusqu'à 10h30 pour répondre aux différentes questions, mais pour l'instant, il n'y en a qu'une seule. Donc, on nous pose la question, bonjour, est-il possible d'ajouter un fût sur massif? Alors, un fût. Euh, si le fût, alors tout va dépendre, hein. Si le fût peut être modélisé par un poteau, oui, vous pourriez très bien ici rentrer. C'est ce que j'ai fait ici, hein. En fait, cette structure, euh, la réalité de cette structure n'avait pas de poteau ici. Et je l'ai inventé justement pour pouvoir présenter ici une semelle combinée. Alors, vous pourriez très bien ici introduire un poteau. Forcément, il y aura un pied de poteau. Et là, vous pourriez euh, avoir cette semelle, en fait. Hein, il suffirait tout simplement, par exemple, de rentrer ici un, un poteau, hein, comme celui-ci, à la hauteur que vous voulez, et passer à fondation ici en bas, et mettre ici votre dé à travers éléments de fondation nouveaux. C'est possible. Par contre, euh, en ce qui concerne les charges, il faudrait là passer sur charge et charger le fût tel que vous souhaitez le réaliser enfin, selon les charges de votre projet. Oui, mais ça serait possible, oui, bien sûr. Une autre question, comment numéroter ou nommer nous-mêmes les fondations? Je crois que le programme le fait automatiquement. C'est pas comme ce n'est pas comme CPCAD qui permet de numéroter les poteaux. Euh, il me semble que le programme le fait automatiquement et il doit le faire en fonction de l'introduction des poteaux de la partie charpente métallique. Mais je ne suis pas certain que l'on puisse contrôler cette donnée. Ou en tout cas, je ne l'ai jamais vue. Je suis très sincère avec vous. Non. Information. Non. Je crois que celle-là, on n'a pas accès à à ces changements, en tout cas. Il faudrait le retoucher sur les plans AutoCAD. Une autre question, Agustin. Si les pieds de poteau sont considérés articulés au lieu d'encastrés, quel changement devrait s'effectuer? Alors, si on veut les articuler, ça serait dans la partie structure. Il faudrait aller à nœud
il faudrait aller à liaison extérieure et choisir un pied de poteau, par exemple celui-ci. Et là, vous avez la possibilité d'introduire la liaison extérieure pour ce poteau. Alors, je pourrais en choisir plusieurs, hein. Et là, par exemple, si vous voulez articuler, vous cliqueriez ici. Au niveau de l'introduction et du calcul, ça se gérerait là. Au niveau de tout ce qui est fondation, ça ne change absolument rien puisque ça va affecter la descente de charge et c'est tout. Mais pour l'utilisation, l'introduction et le calcul des fondations, disons que j'aurais très bien pu articuler quelques pieds et la présentation aurait été exactement la même. Là, par exemple, si je clique accepter, ben j'ai mon pied articulé. Alors, il faudrait que je recalcule tout ça, bien évidemment, puisque les choses, la descente de charge changerait et les choses seraient un peu différentes. Mais je pourrais très bien passer à fondation et calculer tout ça. Ça se remarquerait sûrement euh, au niveau euh, des plaques d'ancrage. Une autre question, assez longue. Je dois dimensionner des fondations pour un projet industriel avec une Mhm. particularité. Je dois prévoir une réservation dans la fondation pour couler les crosses à une étape ultérieure. Je souhaite savoir comment procéder dans CIP pour intégrer cette réservation dans le modèle de fondation. Il y a plusieurs points. Tu veux répondre à celui-là? On peut pas. On peut pas. La fondation de CIP est un dé. Lorsque vous introduisez nouveau élément enfin semelle en béton armé ou en béton massif, hein, peu importe, vous allez introduire un dé. Alors qu'il soit calculé ou pas, ça va forcément être un carré ou enfin un carré, un dé en fait, hein. Alors la seule différence, c'est que si je clique avant de calculer, eh bien j'aurai des aciers qui ne respecteront pas ma descente de charge, hein. Ce seront des aciers plus de dessin, mais je ne peux pas sur CP3, 3D ici faire une réservation pour venir changer cette géométrie. Non, la géométrie à laquelle j'ai accès est celle-ci. Eh bien, attends. Mais, Vérifier. Pardon? Vas-y. mais il y a quand même quelque chose que j'aimerais préciser parce que c'est vrai que chaque concepteur et puis chaque projet est différent. Et ce que je vais dire, je le dis en toute sincérité, CIP est vraiment désireux d'avoir un retour sur l'utilisation de ces projets. Et vous avez ici, alors, je ne sais pas si ça se voit à l'écran, liste des souhaits. C'est une petite lampe. Alors c'est un peu drôle parce que c'est la lampe d'Aladin, mais vous pourriez ici parfaitement exprimer vos souhaits et je vous assure que CIP Ingénieur tient compte de ces demandes et il est possible que, alors pas forcément tout de suite, mais peut-être dans 2, 3 révisions, surtout des lettres, hein, de la version 25B, 25C, 25D, il est possible qu'apparaisse votre souhait réalisé et que le programme intègre votre façon de travailler ou le type de chantier que vous réalisez. Ça se fait, ça se. Attends, parce Pardon, que. je t'ai interrompu. Non, non, pas de problème, pas de souci. Planifier. Attends, parce qu'elle est si longue. Planifier le ferraillage autour de la réservation pour assurer une bonne reprise lors du coulage des crosses plus tard. Je ne sais pas Non, si. non, puisqu'on peut pas te faire de réservation. Non. D'accord. Les numéros des fondations ne sont pas affichés sur le plan. Difficile donc de faire la correspondance avec la NDC. Peut-être que ceci peut se gérer là. Lorsque je demande la vue euh, en plan des fondations, vous avez ici une partie configuration et peut-être que là, vous pourriez afficher le texte des amorces sur plan. Vous pourriez ici, alors peut-être texte des armatures.
Axe des poutres dessinées. Peut-être que là, vous trouveriez l'information que vous souhaitez obtenir sur plan, après euh, sur CP3D. Mais ça se gérerait ici, en fait. Peut-être dimension, cote. Sinon, enfin, peut-être que je n'ai pas bien compris, mais il me semble que moi, j'avais vu mes numéros, puisqu'ils sont là. Ça, ce serait la N27, la N99 de type 1. Et puis après, pour avoir le détail, il faudrait peut-être aller dans le plan supérieur et voir à quoi correspond le type 1 et le type 9, puisque... Mais sinon, ce plan est beaucoup plus riche en cliquant dessus et en allant à configuration. Là, peut-être que vous pourriez paramétrer. Disons que vous avez tout le paramétrage dans ce bouton-là. On arrive à la fin. Quelle différence entre les poutres de liaison et de redressement? La nécessité, alors je vais le présenter ici. Si par exemple, alors évidemment, si je prends les deux premières, il n'y en a aucune. Peut-être les cadres, mais si j'en prends une au hasard, vous voyez tout de suite que ça change. Alors, disons que les poutres de redressement au niveau structurel doivent reprendre un moment d'excentricité dû au fait que la semelle est excentrique. C'est-à-dire que la descente de charge ne vient pas taper à peu près sur le barycentre de la semelle, et il se crée donc un moment, et il faut le reprendre en donnant une inertie au niveau de la section de béton et en la faisant travailler euh, avec des aciers. C'est pour ça qu'ici, finalement, j'ai autant d'acier dans la partie supérieure que inférieure, comme s'il s'agissait, entre guillemets, d'une poutre en porte-à-faux, puisque avoir 5 x 25 en partie supérieure, c'est quand même assez conséquent. Mais disons que structurellement, les poutres de redressement sont là pour récupérer cette excentricité. Et ça, le programme le fait automatiquement. Mais il est vrai que l'armature va être nettement plus conséquente qu'une simple poutre de liaison. Mais elle passerait pas en poutre de liaison, hein, elle casserait. Une autre question, il nous reste que 2 minutes, Agustine, pour répondre aux questions. Est-ce qu'on peut considérer que le dallage peut remplacer les poutres de liaison? Si vous armez votre dallage, enfin, vous pourriez très bien, ça c'est plus une question structurelle, si c'est un dallage structurel et que vous souhaitez considérer une largeur efficace de votre dallage pour reprendre ces longrines de redressement, moi je dirais oui, puisque enfin, ça ne change rien que dans cette partie-là, la partie que je suis en train de marquer avec le curseur, vous aviez un dallage de type industriel. Ça ne change rien puisque cette partie-là serait celle qui serait chargée de reprendre le moment de redressement. Alors, si vous voulez continuer, alors je vais peut-être montrer celle-là puisque j'aurai l'occasion ici pour suivre la question de bétonner cette partie, mais également la partie inférieure. Peut-être en parler avec le bureau de contrôle, mais conceptuellement, moi, je n'y vois aucun problème. Vous pourriez très bien bétonner cette partie avec le ferraillage de dalle, bétonner cette partie avec le ferraillage de dalle, et celle-ci avec une poutre de redressement, et ça passerait parfaitement. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais il est vrai que c'est quand même le bureau de contrôle qui, à la fin, va donner son feu vert. Donc, autant en parler avant. Eh bien, il y a d'autres questions. Désolée qu'elles ne soient pas répondues. S'il vous plaît, comme j'ai mis mon mail sur le chat, merci de les renvoyer sur veronica.aloha@cip.com et directement, je les transmettrai au support technique ou à mon collègue pour qu'elles soient répondues. Eh bien, voilà, on arrive à la fin. Merci, Agustine. Merci Véronique, merci à tout le monde.
Merci à tous de votre assistance. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez me demander les enregistrements de cette session qui seront prêts à partir de demain pour que je vous les envoie par mail. Et souvenez-vous de la promotion du mois de septembre, elle est très importante. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie à tous pour votre assistance et bonne journée. Au revoir. Merci à tous.